L'eau explosa en bulles rouges lorsque son corps toucha la surface. Des cris résonnèrent dans le hall de marbre. Des caméras de téléphone se levèrent instantanément, capturant chaque seconde de la chute. La femme coula pendant un moment interminable avant de refaire surface, haletante, entourée d'ombres agiles qui fendaient l'eau illuminée. Les piranhas. Des dizaines d'entre eux. Tout le hall observait, paralysé entre l'horreur et la curiosité morbide. Quelqu'un rit. Un autre fit un pari. Et au centre de tout cela, au sommet de l'escalier de cristal, se tenait lui, Victor Ashford, l'homme le plus puissant de la côte ouest, avec un sourire glacé figé sur le visage. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter seulement quelques heures en arrière. Des heures qui ont tout changé. Ce matin-là, Helena Carter s'était réveillée à 5 heures du matin, comme toujours. Le minuscule appartement qu'elle partageait avec sa tante dans la banlieue de Newport se trouvait à 2 heures de bus du manoir Ashford. Elle enfila l'uniforme gris impeccable, attacha ses cheveux crépus en un chignon serré et contempla son reflet dans le miroir fêlé de la salle de bain. 27 ans. Diplômée en biologie marine d'une université communautaire. Des rêves rangés dans un tiroir poussiéreux. À présent, seulement une domestique invisible de plus servant du champagne à des gens qui n'apprendraient jamais son nom. Mais Helena gardait un secret. Elle n'était pas là par hasard. 6 mois plus tôt, sa cousine Camilla avait travaillé dans le même manoir. Camilla était elle aussi biologiste, brillante, passionnée par les océans. Un jour, elle avait découvert quelque chose. Des documents, des tableaux, des preuves que les entreprises de Victor Ashford déversaient des tonnes de déchets toxiques dans l'océan Pacifique, empoisonnant des écosystèmes entiers. Quand Camilla avait menacé de tout révéler, elle avait disparu. La police avait classé l'affaire comme un suicide. Personne n'avait posé de questions. Personne n'avait enquêté. Après tout, qui croirait une femme de ménage contre un milliardaire? Helena, elle, y avait cru. Et elle avait juré de découvrir la vérité. En arrivant au manoir à 7 heures du matin, l'agitation battait déjà son plein. Ce soir-là devait avoir lieu la fameuse fête annuelle de Victor Ashford, un événement réunissant politiciens, célébrités et hommes d'affaires du monde entier. Des milliers de dollars de fleurs exotiques décoraient chaque pièce. Un orchestre accordait ses instruments dans le jardin. Et au centre du patio intérieur, recouverte d'un épais verre de sécurité, se trouvait l'attraction la plus obscène de la propriété. Une piscine olympique remplie de piranhas importés d'Amazonie. Victor adorait les exhiber. Il disait qu'ils étaient un symbole de puissance. De la manière dont le monde appartenait aux plus féroces. Helena passa la journée à servir, nettoyer, disparaître dans l'ombre, comme on l'attendait d'elle. Mais ses yeux restaient toujours attentifs. Pendant des mois, elle avait mémorisé chaque recoin du manoir. Elle savait où se trouvaient les caméras de surveillance. Elle connaissait les horaires des rondes. Et surtout, elle savait que le bureau privé de Victor, verrouillé au 2e étage, renfermait des dossiers qui ne devaient jamais voir la lumière du jour. À 8 heures du soir, les invités commencèrent à arriver. Robes de haute couture, bijoux étincelants, sourires troublants. Helena circulait parmi eux avec un plateau de canapé, écoutant des fragments de conversations sur des yachts, des actions en bourse, des voyages sur des îles privées. Personne ne la regardait dans les yeux. Pour ces gens, elle faisait simplement partie du décor. Victor Ashford descendit l'escalier principal à 9 heures précises, sous les applaudissements. 52 ans, cheveux gris impeccablement coupés, costume italien qui valait plus que ce qu'Helena gagnerait en toute une vie. Il fit un discours sur le succès, l'ambition, sur la façon dont il avait bâti un empire à partir de rien. Des mensonges bien polis. Helena savait la vérité. Il avait tout hérité de son père, un industriel devenu riche en polluant les rivières et en corrompant les autorités. Victor n'avait fait qu'améliorer le modèle. À 10h30, Helena vit sa chance. Victor était entouré d'admirateurs dans le grand salon. La sécurité se concentrait sur les accès extérieurs. Elle monta discrètement l'escalier de service, le cœur battant à tout rompre. Elle parcourut le couloir silencieux jusqu'à la porte en acajou massif. Sa main tremblait lorsqu'elle inséra la clé passe-partout qu'elle avait copiée des semaines auparavant. Le bureau était exactement comme Camilla l'avait décrit. Des étagères de livres que personne ne lisait, des œuvres d'art abstraites, un immense bureau en verre. Et derrière lui, un coffre-fort encastré dans le mur. Helena connaissait la combinaison. Elle avait observé Victor la taper à travers le reflet d'un tableau. 6 chiffres capables de le détruire. Elle tourna le cadran. Clic, clic, clic. La lourde porte s'ouvrit. À l'intérieur, des dossiers méticuleusement organisés. Des contrats frauduleux. Des rapports environnementaux falsifiés. Des emails confessant les déversements illégaux.
Des photos aériennes montrant des taches sombres se propageant sur l'océan. Tout était là. Des années de crimes documentés. Elena sentit les larmes lui brûler les yeux. Camilla avait raison. Elle l'avait toujours eu. Les mains tremblantes, Elena commença à photographier chaque page avec son vieux téléphone. Clic, clic, clic. Chaque image était une condamnation. Chaque document, une sentence. Elle n'entendit pas les pas dans le couloir. La porte s'ouvrit violemment. Victor entra, accompagné de 2 gardes du corps, le visage transformé en un masque de fureur glaciale. Pendant une seconde, le temps se figea. Elena tenait encore un dossier ouvert. Les preuves numériques étaient déjà enregistrées dans le nuage, mais il ne le savait pas. Eh bien, dit Victor d'une voix basse et dangereuse. La petite domestique a cru pouvoir me voler. Elena avala difficilement. Je ne vole rien. Je révèle la vérité. Il rit. Un son sans joie. La vérité? Tu n'as aucune idée de la personne à qui tu t'attaques, gamine. Les gardes avancèrent, mais Victor leva la main pour les arrêter. Ses yeux brillaient d'une lueur pire que la colère, un plaisir cruel. Tu sais quoi? Je crois que mes invités vont adorer un spectacle. Avant qu'Elena ait pu réagir, des mains puissantes l'attrapèrent. Elle se débattit, cria, mais fut traînée dans le couloir, descendant l'escalier pendant que les conversations cessaient. Tous se tournèrent vers elle. Sans père Dieu curieux. Des caméras se levèrent instinctivement, avides de contenu. Victor descendit derrière elle, théâtral, la voix résonnant dans le hall. Mes amis, j'ai découvert une voleuse parmi nous. Cette femme a pénétré dans mon bureau privé pour tenter de dérober des documents confidentiels. Et vous savez ce qu'on fait à ceux qui osent nous défier? Il désigna la piscine de verre au centre du patio. Les piranhas nageaient en cercle paresseux, en attente. Elena sentit son sang se glacer. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Je peux faire ce que je veux, gronda Victor, trop près. C'est ma maison. Mon monde. Et toi? Tu n'es rien. D'une poussée brutale, il la jeta. Et Elena tomba. L'eau l'engloutit. Le choc glacé lui coupa le souffle. Lorsqu'elle ouvrit les yeux sous l'eau, elle vit les ombres s'approcher. Des dizaines. Affamée. Elle remonta à la surface, désespérée, et ce qu'elle vit fut encore pire. Une foule filmant, souriant, certains applaudissant même. Comme si sa mort était un divertissement. Victor se tenait au sommet de l'escalier, les bras croisés, attendant le dénouement inévitable. Mais Elena Carter n'était pas venue jusque-là pour mourir. Elle était venue pour gagner. Et tandis que l'eau bouillonnait autour d'elle et que les poissons s'approchaient, son esprit de biologiste marine se mit à fonctionner. Rapidement, précisément, calculant chaque mouvement. Car Elena connaissait les piranhas. Elle connaissait leur comportement, leurs instincts, leurs faiblesses. Et si tu aimes cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo, car ce qui va suivre va te laisser bouche bée. Elena força son corps à rester absolument immobile. Chaque muscle tendu. Chaque impulsion de panique étouffée. Elle savait que les piranhas attaquaient le mouvement, le sang, les vibrations d'une proie blessée. Son professeur à l'université l'avait répété des dizaines de fois pendant les cours sur le comportement des prédateurs aquatiques. Si tu ne te comportes pas comme de la nourriture, ils ne te traiteront pas comme de la nourriture. Mais dire cela était facile. Le faire, alors que 10 kilos de dents acérées tournaient à quelques centimètres de sa peau, exigeait un contrôle surhumain. L'eau était glacée. Ses vêtements pesaient lourd. Ses poumons brûlaient, réclamant de l'air. Elena remonta lentement, millimètre par millimètre, jusqu'à la surface. Elle respira par le nez, silencieusement, sans faire d'éclaboussures. Les piranhas continuèrent leur balai mortel autour d'elle, curieux mais pas encore agressifs. Pas encore. Là-haut, Victor observait, les bras croisés, attendant le spectacle sanglant. À côté de lui, une femme en robe rouge tenait une coupe de champagne, filmant avec son téléphone. « Combien de temps tu penses qu'elle tiendra » demanda quelqu'un. « Je parie 50 qu'elle ne dure pas plus de 2 minutes », répondit un autre, en riant. Elena ferma les yeux un instant. Elle inspira profondément. Se souvint pourquoi elle était là. Camilla. La cousine qui l'avait élevée comme une sœur après la mort de ses parents. Camilla, qui avait disparu sans laisser de traces. Camilla, dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Cette pensée transforma la peur en quelque chose de plus dense. De la fureur. Victor Ashford n'était pas seulement cruel. Il était calculateur. Méthodique. Et Elena devait comprendre exactement à qui elle avait affaire si elle voulait survivre. 3 ans plus tôt,
Une journaliste d'investigation avait tenté d'exposer les crimes environnementaux de Victor. Elle avait publié un article détaillé sur le déversement de déchets chimiques dans l'océan. 2 jours plus tard, sa maison avait pris feu. Les enquêteurs avaient conclu à un accident. La journaliste avait survécu, mais elle avait perdu toutes les preuves qu'elle conservait. Et son emploi. Personne n'avait voulu publier ces révélations. 2 ans plus tôt, un ancien employé des entreprises Ashford avait poursuivi Victor pour harcèlement moral et pratique de travail illégal. L'homme avait des preuves, des témoins, des documents. La veille du procès, on l'avait retrouvé inconscient dans une ruelle, victime d'une agression. Il avait perdu la mémoire des 6 derniers mois. L'affaire avait été classée. 1 an plus tôt, un jeune politicien idéaliste avait promis d'enquêter sur les entreprises polluantes de la région. Il avait remporté les élections haut la main. 3 mois plus tard, des photos compromettantes de lui avaient circulé sur Internet. De fausses images soigneusement fabriquées. Des scandales inventés. Il avait démissionné dans la disgrâce. Victor ne détruisait pas ses ennemis d'un coup. Il les démantelait pièce par pièce, méthodiquement, transformant leur vie en ruine tout en s'en sortant indemne. Il y avait toujours une couche de dénégation plausible. Toujours quelqu'un à soudoyer, à faire taire ou à terroriser. Et maintenant, Helena était littéralement à sa merci, flottant dans une piscine de piranhas pendant que l'élite américaine filmait sa possible mort comme un divertissement. Mais il y avait quelque chose que Victor ignorait. Helena n'avait pas seulement envoyé les photos dans le nuage. Avant de quitter la maison ce matin-là, elle avait programmé un email automatique. Si elle ne tapait pas un code de sécurité toutes les 2 heures, les preuves seraient envoyées automatiquement à 12 adresses différentes. Journaux, ONG environnementale, procureur public, agence fédérale. Un plan de secours au cas où quelque chose tournerait mal. Et maintenant, tandis qu'elle flottait dans cette eau meurtrière, son téléphone se trouvait dans la poche étanche de son uniforme. Mouillé, mais fonctionnel. Elle devait simplement survivre assez longtemps pour que le système fasse son travail. Victor descendit quelques marches, s'approchant du bord de la piscine. « Tu sais quel est ton problème ?» dit-il, la voix résonnant dans le hall silencieux. Tous s'écoutaient à présent. Les gens comme toi croient pouvoir défier l'ordre naturel des choses. Croient mériter de s'asseoir à la table des puissants. Mais il existe une hiérarchie dans ce monde, ma chère. Et tu es né pour servir. Helena ne répondit pas. Elle économisait son énergie. Mais ses yeux brûlaient de haine. Mon grand-père, continua Victor, théâtral, a construit cet empire de ses propres mains. Mon père l'a agrandi. Et moi, je l'ai rendu inébranlable. Tu sais combien de fois on a essayé de me faire tomber? Des dizaines. Des centaines. Tous ont échoué. Parce que j'ai compris quelque chose de fondamental. Le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Et il se garde d'une main de fer. Il désigna Helena. Cette femme a pénétré dans ma propriété. Violé ma vie privée. Tenté de me voler. Et vous, mes amis, êtes témoins que j'ai agi en légitime défense. Elle m'a attaqué. A essayé de me pousser dans cette piscine. Je n'ai fait que me défendre. Des mensonges inventés sur le moment, mais dits avec une telle conviction que certains invités hochèrent la tête, approuvant. Le récit était en train d'être réécrit en temps réel. Helena ne serait pas la victime. Elle serait la coupable. La criminelle qui avait eu ce qu'elle méritait. Un homme en costume bleu s'approcha, intrigué. Et si elle survit? Victor sourit. Ce sourire glacé. Elle ne survivra pas. Les piranhas sentent la peur. Et la peur a une odeur. Mais Helena n'avait pas peur. Plus maintenant. Elle calculait. Observait. Son esprit travaillait à toute vitesse, analysant chaque détail de la piscine. Le système de filtration. Les pompes de circulation. Les sorties de secours. Pendant des mois à travailler ici, elle avait mémorisé le plan du manoir. Elle savait que cette piscine possédait un système de vidange contrôlé par un panneau électronique dans la salle des machines adjacentes. Elle savait aussi que Victor, dans son arrogance, n'imaginerait jamais qu'une simple domestique puisse comprendre l'ingénierie hydraulique. Mais Helena comprenait. Parce que Camilla le lui avait appris. Parce que son père, avant de mourir, avait travaillé comme technicien de piscine. Parce qu'elle avait prêté attention à chaque cours, chaque livre, chaque occasion d'apprendre que la vie lui avait offerte. Et maintenant, cette connaissance allait devenir son arme. Victor se tourna vers les invités, les bras ouverts comme un présentateur de spectacle. Quelqu'un veut parier combien de temps elle tiendra? Des rires. Certaines personnes sortirent leur portefeuille. De l'argent changea de main. L'humanité de ces gens s'était complètement évaporée, remplacée par la soif du spectacle. Helena sentit l'un des piranhas frôler sa jambe.
Tout son corps se raidit, mais elle ne bougea pas. Elle respira, comptant jusqu'à 10. Le piranha s'éloigna, désintéressé. Il n'attaquerait que si elle saignait ou paniquait. Alors, lentement, Elena commença à nager. Des mouvements minimes, souples comme des algues oscillant dans le courant. Sans éclaboussure. Sans hâte. En direction du bord ouest de la piscine, où elle savait se trouver l'entrée du système de vidange. « Regardez ça !» ricana Victor. Elle essaie de s'échapper. Quelle mignonne! Mais Elena n'essayait pas de s'échapper. Elle se positionnait. Parce qu'en dessous, invisible pour les spectateurs, se trouvait une grille métallique. Et derrière elle, la canalisation principale alimentant tout le système hydraulique de la piscine. Si elle parvenait à l'atteindre, si elle réussissait à actionner les bons leviers. Ses doigts touchèrent le métal glacé. Elle inspira profondément, se préparant. Là-haut, Victor poursuivait son numéro, la foule complètement hypnotisée. Personne ne remarqua quand Elena plongea. Personne ne vit ses mains expertes travailler sur la grille. Et personne n'imagina que, dans quelques secondes, cette piscine de piranha allait se transformer en quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose que Victor Ashford n'oublierait jamais. L'eau commença à tourbillonner. Le courant commença doucement. Presque imperceptible. Juste un léger tourbillon se formant au centre de la piscine. Les piranhas, sensibles à la moindre variation de l'environnement, se mirent à nager en cercle plus rapide, confus par ce changement soudain de l'eau. Elena refit surface silencieusement sur la rive opposée, ses doigts accrochés à la grille de vidange qu'elle venait de déverrouiller. Personne ne le remarqua. Tous étaient hypnotisés par le mouvement croissant de l'eau, par la danse de plus en plus frénétique des poissons. « Qu'est-ce qui se passe » demanda quelqu'un. Victor fronça les sourcils et s'approcha du bord. Un problème technique. Rien de quoi s'inquiéter. Mais Elena savait exactement ce qui se passait. Parce qu'elle avait passé les 3 derniers mois à étudier chaque centimètre de ce système. Pas par hasard. Pas par curiosité oisive. Mais parce que Camilla lui avait enseigné une leçon fondamentale. Le savoir est la seule arme des désarmés. 6 mois plus tôt, alors que Camilla était encore en vie, elle avait envoyé à Elena un carnet. Un journal détaillant tout ce qu'elle avait découvert au manoir Ashford. Pas seulement sur les crimes environnementaux, mais sur la structure même de la maison. Plan, système de sécurité. Et un schéma complet de la piscine aux piranhas, incluant ses points faibles. Si un jour tu dois entrer ici, avait écrit Camilla sur la dernière page, souviens-toi, leur arrogance est notre avantage. Ils ne s'attendent jamais à ce qu'on prête attention. Elena avait prêté attention à chaque détail. Elle avait mémorisé chaque vanne, chaque pompe, chaque point d'accès. Et lorsqu'elle avait obtenu l'emploi au manoir grâce à des faux papiers et à une lettre de recommandation falsifiée, elle ne cherchait pas seulement des preuves. Elle se préparait au pire scénario possible. Ce scénario. Sous l'eau, invisible pour les spectateurs, Elena avait localisé le panneau de commande auxiliaire. Un petit dispositif étanche installé stratégiquement pour les maintenances d'urgence. Victor ne savait probablement même pas qu'il existait. Mais le père d'Elena, avant de mourir dans un accident du travail quand elle avait 12 ans, installait toute sa vie des systèmes similaires. Il avait appris à sa fille à les reconnaître, à les réparer, à les manipuler. Tout a un point faible, Lena, disait-il. Même les choses les plus dangereuses peuvent être contrôlées si tu sais où appuyer. D'un geste précis, Elena tourna 3 vannes dans la bonne séquence. Le système de circulation, conçu pour maintenir l'eau propre et oxygénée, se mit désormais à travailler contre lui-même. Les pompes principales accélérèrent, créant des courants de plus en plus forts. Le tourbillon grandit, engloutissant les piranhas dans un vortex sauvage. Là-haut, le murmure de la foule se transforma en cri de surprise. L'eau tournait désormais violemment, formant un entonnoir au centre de la piscine. Les piranhas, désorientés et terrorisés, tentaient d'échapper à la force centrifuge, mais étaient aspirés de nouveau dans le chaos liquide. « Coupez ça !» cria Victor au garde. « Que quelqu'un aille à la salle des machines et coupe cette merde !» 2 hommes coururent vers la porte latérale. Mais Elena avait prévu cela aussi. Pendant ses rondes nocturnes dans le manoir, elle avait verrouillé cette porte de l'intérieur et retiré la clé. Il mettrait au moins 5 minutes pour l'enfoncer. 5 minutes, c'était tout ce dont elle avait besoin. Elena nagea jusqu'à la bordure la plus proche de l'escalier principal, où se trouvait Victor. Le courant l'aidait maintenant, la poussant dans la bonne direction. Elle sortit de l'eau d'un mouvement fluide, trempée mais vivante, et se tint debout. De l'eau s'écoulait de son uniforme. Sa coiffure s'était défaite et ses cheveux tombaient sur ses épaules. Elle tremblait, épuisée, mais ses yeux brillaient d'une détermination féroce. Victor recula d'un pas,
surpris. Pour la première fois de la soirée, une expression d'incertitude traversa son visage. « Comment tu ?» Elena ne répondit pas. Elle marcha simplement vers lui, chaque pas délibéré. La foule s'écarta, confuse, ne sachant comment réagir. Certains continuaient de filmer. D'autres rangèrent leur téléphone, soudain mal à l'aise. Alors Elena fit quelque chose que personne n'attendait. Elle sourit. « Tu as commis 3 erreurs ce soir, » dit-elle, la voix rauque mais ferme. « Premièrement, tu as sous-estimé mon intelligence. Deuxièmement, tu as surestimé ton pouvoir. Et troisièmement, » elle s'interrompit, retirant le téléphone de la poche étanche. L'écran s'alluma, intact. « Tu as oublié que nous vivons à l'ère de l'information. » Victor regarda l'appareil, confus. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ceci, » dit Elena en levant l'appareil pour que tous voient, « est ta sentence. Il y a 20 minutes, un système automatique a envoyé 200 fichiers à 12 institutions différentes. Journaux, procureurs, agences environnementales. Des documents qui prouvent tous tes crimes. Photos de tes déversements illégaux. Emails avouant des pots de vin. Contrats frauduleux. Tout. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Même l'eau sembla arrêter de tourner un instant. Victor pâlit. « Tu bluffes. »« Si, » inclina la tête Elena. « Tu veux tenter le risque ? Parce que dans environ 15 minutes, le premier article paraîtra. Et tous ici, » fit-elle un geste vers la foule figée, « tous ceux d'entre vous qui ont filmé, qui ont ri, qui ont parié sur ma mort. Vous êtes complices. Vos visages sont enregistrés. Vos voix sont archivées. » Plusieurs invités baissèrent leur téléphone, l'horreur s'installant. D'autres essayèrent de supprimer frénétiquement des vidéos. Mais Elena savait qu'il était trop tard. Le contenu numérique ne meurt jamais vraiment. Il laisse toujours des traces. Un homme en costume gris s'avança d'un pas. Elena le reconnut. Le sénateur Williams, connu pour ses campagnes environnementales. « Vous avez des preuves réelles ?» demanda-t-il, la voix prudente. Elena le regarda en face. « J'ai suffisamment de preuves pour engloutir non seulement Victor, mais la moitié des personnes dans cette salle. Des hommes d'affaires qui ont signé les contrats. Des politiciens qui ont reçu des pots de vin. Vous tous. » Williams avala sa salive. D'autres invités commencèrent à reculer, cherchant les sorties. L'atmosphère de la fête s'était transformée en panique contenue. Victor, cependant, retrouva sa contenance. Ce sourire glacé revint. « Très maligne. Mais tu as oublié un détail, ma chère. J'ai les meilleurs avocats du pays. Je peux enterrer ces accusations dans des procédures judiciaires pendant des décennies. Et pendant ce temps, » il s'approcha dangereusement. « Pendant ce temps, tu découvriras qu'il y a des conséquences à me défier. Ta tante, tes amis, tous ceux que tu aimes. » C'était une menace crue et nue. Et pour la première fois, Elena ressentit une peur réelle. Pas pour elle-même, mais pour les personnes qu'elle aimait. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. La femme en robe rouge, celle qui filmait tout avec un enthousiasme morbide, fit un pas en avant. « J'ai une copie, » dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. « J'ai tout enregistré. Toi la menaçant. Toi avouant que tu peux enterrer des preuves. Je l'ai enregistré. » Victor se tourna, incrédule. « Jennifer. » La femme trembla, mais ne recula pas. « Ma fille a 14 ans. Elle rêve de devenir biologiste marine. Et moi, je viens de te voir tenter de tuer quelqu'un parce qu'elle a osé te tenir responsable. Je ne peux pas. » Sa voix se brisa. « Je ne peux pas laisser ma fille grandir en pensant que ce monde est acceptable. » D'autres voix s'élevèrent. Timides au début, puis plus fortes. Des gens avouant qu'eux aussi avaient enregistré. Qu'ils avaient aussi des preuves. Qu'ils en avaient assez de la complicité silencieuse. Victor regarda autour de lui, réalisant que le contrôle lui échappait des mains. La foule qu'il adorait quelques minutes plus tôt le fixait désormais avec des regards accusateurs. Puis, les haut-parleurs du téléphone d'Elena émirent une alerte. Un email. Elle lut à voix haute, « Première enquête publiée. Titre, milliardaire de la côte ouest accusé de crimes environnementaux. Enquête fédérale ouverte. » Victor chancela. Pour la première fois de sa vie, il était acculé. Sans issue. Aucun pot de vin ne pouvait réparer cela. Car désormais, le monde entier était au courant. Et Elena, trempée et épuisée, se permit enfin de ressentir la victoire. Victor Ashford n'était pas habitué à perdre. En 52 ans, il avait bâti un empire fondé sur une seule certitude. L'argent achète tout. Le silence. La loyauté. L'impunité. Mais maintenant,
debout au centre de son propre salon de réception, entouré d'invités qui le regardaient avec un mélange de peur et de répulsion, il prit conscience de quelque chose d'effrayant. Il existe des choses que l'argent ne peut pas racheter. Une réputation détruite. La vérité exposée. La justice inévitable. Ça ne restera pas ainsi, dit-il, la voix basse et dangereuse. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Je vais détruire chacun d'entre vous. Je vais. Tu vas faire quoi? L'interrompit Elena en avançant d'un pas. Elle ne tremblait plus. L'eau qui s'écoulait de son uniforme formait des flaques sur le marbre italien. Tu vas me rejeter dans la piscine? Menacer ma famille? Soudoyer encore plus d'autorité? Victor s'avança, furieux, mais 2 gardes du corps le saisirent par les bras. Pas les siens. Des agents travaillant pour l'un des invités, un homme d'affaires rival qui avait toujours attendu une opportunité pareille. Lâchez-moi, gronda Victor. Vous travaillez pour moi. Vous travaillez, corrigea l'homme d'affaires en allumant calmement un cigare. Contrat rompu, Ashford. Personne ne veut être associé à un homme qui sera à la une des journaux demain pour des affaires criminelles. La réalité commença à s'imposer. Autour du salon, les invités parlaient en groupe. Des avocats passaient des appels urgents. Des politiciens disparaissaient discrètement par des portes latérales, désespérés de dissocier leur nom de ce désastre. Elena observait tout avec une satisfaction amère. Ce n'était pas la victoire qu'elle s'était imaginée. C'était mieux. Parce que ce n'était pas seulement Victor qui tombait. C'était tout un système de complicité qui se désintégrait en temps réel. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Du fond de la salle s'éleva une voix. « Moi aussi, je veux confesser. » Tous se retournèrent. C'était un homme grisonnant, en costume sombre. Directeur financier d'une des entreprises d'Ashford. Elena le reconnaissait sur des photos que Camilla avait prises. « J'ai signé les rapports falsifiés, » continua l'homme, la voix brisée. « Je savais que des déchets étaient déversés illégalement. Je le savais et j'ai accepté de l'argent pour me taire. Mais, il regarda Elena, les yeux embués. Ma fille a l'âge de la sienne. Et je ne peux plus la regarder en sachant le monde que je construis. » Silence choqué. Puis une autre voix. Une femme élégante, consultante environnementale. Moi aussi. J'ai falsifié des rapports. On m'a payé pour déclarer que des zones contaminées étaient sûres. D'autres confessions suivirent. L'une après l'autre. Comme si le courage d'Elena avait rompu une digue, libérant des années de culpabilité accumulées. Des gens pleuraient. Admettaient des crimes. Demandaient pardon. Victor regardait tout, abasourdi. Son empire ne s'effondrait pas seulement. Il se désassemblait lui-même. Ses alliés l'abandonnaient, tels des rats quittant un navire qui coule. « Arrêtez !» cria-t-il. « Vous êtes fous? Vous allez vous incriminer. »« Nous sommes déjà incriminés, » répondit calmement la consultante. « La différence, c'est que maintenant nous choisissons le bon camp. » Elena sentit des larmes brûler ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Pas encore. Parce qu'il manquait une chose. Une dernière pièce. « Où est Camilla ?» demanda-t-elle d'une voix qui coupa le murmure. Le silence retomba, absolu. « Camilla Rodriguez. Ma cousine. Elle a travaillé ici il y a 6 mois. Elle a disparu après avoir découvert vos crimes. »« Où est elle ?» Victor ne répondit pas. Mais quelque chose changea sur son visage. Un éclair de reconnaissance. De culpabilité. « Tu sais, » chuchota Elena en s'approchant. « Tu sais ce qui lui est arrivé. » « Je n'ai rien fait, » répliqua Victor, mais sa voix sonnait creuse. « Elle est partie. Simplement partie. »« Mensonge !» hurla Elena, et toute la douleur des 6 derniers mois explosa. Elle n'abandonnerait jamais sa famille. Elle aimait l'océan, elle aimait son travail, elle aimait. Elle a menacé de m'exposer, explosa Victor en retour. Elle est entrée dans mon bureau, a volé des dossiers, a dit qu'elle irait voir la presse. Que devais-je faire? Laisser une domestique détruire tout ce que j'ai construit? La salle entière se figea. Victor réalisa trop tard ce qu'il venait d'admettre. Elena sentit le sol se dérober sous ses pieds. Que as-tu fait d'elle? Victor se tut, comprenant qu'il en avait dit trop. Mais Jennifer, la femme en robe rouge, tenait encore son téléphone. J'ai enregistré, dit-elle doucement. J'ai enregistré l'aveu. À ce moment, des sirènes retentirent dehors. Des lumières bleues et rouges envahirent les fenêtres du salon. La police. Quelqu'un avait dû appeler pendant le chaos. Ou peut-être que les autorités fédérales étaient déjà en route depuis que les emails d'Elena avaient été envoyés. Victor tenta de fuir.
Il fit 3 pas avant de trébucher sur sa propre arrogance. Ses chaussures italiennes glissèrent sur le marbre mouillé par l'eau qu'Elena avait apporté de la piscine. Il tomba violemment. Le bruit de l'impact résonna dans la salle. Et puis, dans un retournement que personne n'avait prévu, Victor dévala directement vers le bord de la piscine. Il essaya de s'agripper, mais ses mains glissèrent sur le verre humide. Son corps glissa le long de la surface polie. Et avant que quiconque ne puisse réagir, Victor Ashford tomba dans sa propre piscine de piranhas. Son cri fut viscéral. Terrifiés. Les piranhas, encore excités par le courant qu'Elena avait créé, attaquèrent immédiatement. Le mouvement brusque de la chute, sa panique, le sang d'une petite coupure à la tête provoquée par son choc contre le verre, tout concourut à faire de lui une proie. « Sortez-moi d'ici !» cria-t-il, battant des bras dans l'eau, désespéré. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Elena resta paralysée sur le bord. Elle aurait pu le laisser mourir. Ce serait une justice poétique. L'homme qui avait tenté de la tuer de la même manière, mourant de sa propre cruauté. Ce serait facile. Juste. Mais alors elle se souvint des mots de Camilla. « Nous serons meilleurs qu'eux, Lena. » Toujours. Elena plongea. Pas pour le sauver, mais pour sa propre humanité. Parce qu'elle n'était pas Victor Ashford. Elle ne se laisserait pas détruire par la vengeance. Elle ne lui permettrait pas de faire d'elle quelque chose d'aussi vide que lui. Elle nagea jusqu'à Victor, évitant les piranhas avec des mouvements précis que seule une biologiste marine connaîtrait. Elle le saisit par le col et le tira vers le rebord. D'autres mains aidèrent. Des gardes, des invités, même certains qui, quelques minutes auparavant, avaient parié sur sa mort. Victor fut traîné hors de l'eau, ensanglanté, en état de choc, mais vivant. Des médecins présents à la fête se précipitèrent pour prodiguer les premiers soins. Pas par bonté, mais parce qu'ils avaient besoin qu'il survive pour qu'il soit jugé. Des agents fédéraux entrèrent dans le salon. Une femme en costume montra son insigne. « Victor Ashford, vous êtes en état d'arrestation pour crimes environnementaux, conspiration, obstruction à la justice et… » Elle regarda Elena, qui acquiesça faiblement. Possible implication dans la disparition de Camilla Rodriguez. Alors qu'on lui passait les menottes, Victor regarda Elena. Pas avec colère, pas avec arrogance, mais avec quelque chose qu'elle n'avait jamais cru voir dans ses yeux glacés. La peur. « Pardon, » murmura-t-il. « S'il vous plaît, je vous implore. Pardonnez-moi. » Elena s'agenouilla à ses côtés, épuisée, trempée, mais entière. « Pardon ?» répéta-t-elle doucement. « Le pardon est pour ceux qui éprouvent du repentir. Toi, tu as peur des conséquences. Ce n'est pas la même chose. » Elle se releva, tourna le dos tandis que les policiers l'emmenaient. Victor criait, suppliait, promettait de tout avouer si elle intervenait. Mais Elena continua d'avancer. Vers la sortie. Vers la liberté. Vers l'aube qui commençait à poindre à travers les fenêtres. La fête était terminée. Mais la véritable justice ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, Elena Carter se tenait dans la même demeure. Mais tout semblait différent à présent. Les murs qui autrefois murmuraient des secrets sombres résonnaient désormais des voix de scientifiques, de chercheurs et d'étudiants. Le grand salon où une élite cruelle avait filmé sa quasi-mort abritait maintenant des laboratoires de biologie marine. Et la piscine. Cette maudite piscine qui aurait dû être sa tombe, bouillonnait doucement, refuge temporaire de 12 tortues marines sauvées de zones contaminées. Elena s'agenouilla au bord, observant l'une d'elles nager paresseusement. Sa carapace portait encore les marques d'une exposition à des produits toxiques, mais elle guérissait. Tout comme Elena. « Elle va mieux », dit le docteur Chen, le vétérinaire marin qu'Elena avait engagé. « Encore 2 semaines et nous pourrons la relâcher dans l'océan. » Elena sourit. Un vrai sourire. Quelque chose de rare ces derniers mois. Camilla adorerait voir ça. Le procès de Victor Ashford avait duré 6 semaines. Les preuves étaient accablantes. Documents, témoignages, et même les enregistrements de cette nuit fatidique. Il fut condamné à 30 ans de prison pour crimes environnementaux, fraude, obstruction à la justice et implication dans la disparition de Camilla Rodriguez. Camilla. Son corps ne fut jamais retrouvé. Mais lors des investigations, des plongeurs fédéraux découvrirent quelque chose au fond de l'océan, à quelques kilomètres des côtes. Une zone de déversement illégale, où Victor avait ordonné que soient jetés des déchets chimiques. Parmi les débris, ils trouvèrent un sac à dos. Il appartenait à Camilla. À l'intérieur, une clé USB étanche contenant les preuves originales qu'elle avait rassemblées. La police conclut que Camilla avait été emmenée à cet endroit et n'en était jamais revenue. Victor ne confessa jamais directement, mais ses avocats négocièrent une peine réduite en échange d'informations.
Il admit avoir ordonné l'élimination du problème. Ses hommes de main interprétèrent cela à leur manière. Elena pleura pendant 3 jours en l'apprenant. Puis elle transforma la douleur en but. Avec les biens de Victor confisqués par le gouvernement après le procès, Elena proposa au tribunal un projet. Transformer le manoir Ashford en centre de recherche et de réhabilitation marine à but non lucratif. Un lieu dédié à la préservation des océans et à l'éducation environnementale. Le juge approuva à l'unanimité. Ainsi naquit l'Institut Camila Rodriguez pour la justice océanique. Durant les 2 premiers mois, l'Institut reçut des dons du monde entier. L'histoire d'Elena avait fait le tour des médias. La domestique qui avait survécu à un bassin de piranhas et démantelé un empire corrompu devint un symbole de résistance. Pas seulement pour les femmes noires affrontant des systèmes oppressifs, mais pour quiconque s'était un jour senti invisible, jetable, impuissant. Elena n'avait jamais voulu être un symbole. Elle voulait seulement la justice pour Camila. Mais elle comprit que son histoire résonnait parce qu'elle touchait une vérité universelle. Ceux que le monde tente de noyer ressortent souvent plus forts. Jennifer, la femme à la robe rouge qui avait tout filmé, devint bénévole à l'Institut. Sa fille, désormais âgée de 15 ans, y étudiait la biologie marine chaque samedi. « Tu as changé notre famille », dit Jennifer un après-midi. « Ma fille me voit différemment maintenant. Comme quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait, quand il le fallait. » Le sénateur Williams, celui qui avait interrogé Elena durant l'affrontement, démissionna après avoir été impliqué dans l'enquête. Sa participation à des pots de vin fut révélée. D'autres politiciens tombèrent en cascade. Des chefs d'entreprise furent inculpés. Tout un écosystème de corruption s'effondra parce qu'une femme refusa d'être réduite au silence. Mais tout ne fut pas célébration. Elena reçut des menaces. Des procès d'anciens alliés de Victor cherchant à l'intimider. Des attaques en ligne la traitant d'opportuniste, de menteuse, ou pire. Il y eut des nuits où elle pleura seule, épuisée, doutant que tout cela en vaille la peine. Dans ces moments-là, elle allait à la piscine. Elle observait les tortues. Et se souvenait de la raison pour laquelle elle avait commencé tout cela. Un après-midi, 6 mois après le procès, Elena reçut une lettre. Expéditeur, pénitencier fédéral d'Oakdale. Victor Ashford. Elle faillit la jeter sans l'ouvrir. Mais la curiosité l'emporta. La lettre était courte. Écrite à la main, d'une écriture tremblante. Elena. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais je dois que vous sachiez quelque chose. Pour la première fois de ma vie, je vois ce que j'ai fait. Pas seulement légalement. Moralement. J'ai passé 5 décennies à croire que le pouvoir me donnait le droit de tout faire. Que des gens comme vous étaient des pièces jetables sur un échiquier où je jouais. J'avais tort. Profondément, irrémédiablement tort. Ici, en prison, je n'ai plus d'argent pour acheter le respect. Plus d'influence pour commander. Je ne suis qu'un numéro de plus. Et pour la première fois, je comprends ce que c'est que d'être invisible. D'être vulnérable. D'être impuissant. Vous m'avez sauvé cette nuit-là. Pas parce que je le méritais, mais parce que vous valez mieux que je ne l'ai jamais été. Cette vérité me hante chaque jour. Camila ne méritait pas ce qui est arrivé. Votre famille ne méritait pas la douleur que j'ai causée. L'océan ne méritait pas le poison que j'y ai déversé. Et vous ne méritiez pas d'être jeté dans cette piscine comme un déchet humain. Mais vous avez survécu. Et par votre survie, vous nous avez forcés à affronter ce que nous sommes vraiment. Je ne demande pas pardon. Je reconnais seulement ceci, vous avez gagné. Pas seulement contre moi, mais contre tout un système qui nous disait que des gens comme vous ne comptaient pas. Merci de nous avoir prouvé que nous avions tort. Victor. Elena replia la lettre lentement. Elle la rangea dans un tiroir. Pas comme un trophée, mais comme un rappel. Le véritable changement survient quand on force les autres à affronter leur propre monstruosité. 1 an après cette nuit-là, l'Institut Camila Rodriguez avait déjà réhabilité 53 animaux marins, formé 240 étudiants, publié 17 articles scientifiques. Et surtout, inspiré d'autres communautés à dénoncer la pollution industrielle. Des dizaines d'affaires similaires virent le jour. Des entreprises furent tenues responsables. Les lois environnementales renforcées. Tout cela parce qu'une femme refusa de se noyer. Elena donnait désormais des conférences dans des universités. Elle racontait son histoire non pas comme un acte d'héroïsme, mais comme un témoignage. « J'avais peur », disait-elle aux étudiants. Très peur. Mais j'ai compris que le silence est une forme de complicité. Et si je mourais en silence, Camila serait morte en vain. Alors j'ai choisi d'être bruyante. J'ai choisi d'être gênante. J'ai choisi d'être inoubliable. De jeunes femmes noires, surtout, venaient la voir après les conférences, les yeux pleins de larmes et de détermination. « Tu m'as fait croire que je peux changer les choses », disait-elle.
Et Elena répondait toujours la même chose. Tu l'as toujours pu. Tu devais juste le voir. Par un chaud après-midi d'été, Elena relâcha la dernière tortue de la première série. La créature glissa dans l'océan, sa carapace brillant sous le soleil. Des dizaines de personnes applaudirent depuis la plage. Des enfants crièrent de joie. Et Elena ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Pas une justice parfaite. Le monde restait brisé. Victor vivait encore, tandis que Camilla demeurait morte. Mais il y avait du mouvement. Du changement. Une espérance tangible que les choses pouvaient s'améliorer. Cette nuit-là, seule dans le bureau qui appartenait autrefois à Victor, Elena écrivit dans le journal de Camilla. La dernière page blanche. Astérisque cousine, tu avais raison. Le savoir est un pouvoir. Le courage est une résistance. Et la justice, bien que lente, est inévitable lorsque nous refusons d'abandonner. J'ai transformé ta mort en vie. Ta douleur en guérison. Ton silence en cri qui résonne. L'océan est plus pur aujourd'hui. Pas complètement. Mais nous y arrivons. Je t'aime. Pour toujours. Elena astérisque. Elle referma le carnet. Regarda par la fenêtre la piscine illuminée où les tortues nageaient paisiblement. Et elle sourit. Parce que ce qu'ils avaient voulu utiliser pour la noyer était devenu exactement ce qui l'avait fait remonter à la surface. Plus forte. Plus déterminée. Inoubliable. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Parce que les histoires de résistance doivent être partagées. Les vérités doivent être amplifiées. Et la justice a besoin de témoins. Nous sommes ces témoins. Et ensemble, nous pouvons transformer des bassins de piranhas en sanctuaires de guérison. Merci d'avoir écouté. Maintenant, allez, et soyez inoubliables vous aussi.